Je fais suite à la première capsule parlant des indigos pour aller un peu plus en détail sur le sujet, parce qu'apparemment, ça a intéressé beaucoup de monde et on m'a posé beaucoup de questions aussi, d'autres questions concernant leur origine, le développement, Adam et Ève, et qu'est-ce que c'est que les inversions qui ont été opérées dans notre matrice ADN originelle. Et donc voici, j'ai pu prendre le temps de refaire ma petite présentation, n'est-ce pas? Et donc, on y va, on y va. Donc, comme exposé dans les autres capsules, on recommence un peu de la vision générale, pour en mettre tous dans le bain et surtout les personnes qui voient les vidéos pour la première fois. Donc, on se souvient que l'humain original avait été conçu à l'image du divin. C'est de ce dont on a besoin de se souvenir, hein. Tout d'abord, pour explorer et connaître tous les potentiels de créativité dans l'amour universel, selon la loi de l'un, afin de permettre à la source de se connaître davantage, d'explorer tous ses potentiels. C'est pour ça qu'on a été créé. Mais dans un deuxième temps, afin aussi d'assurer la protection des portes planétaires et stellaires, permettant l'accès aux sphères divines, originairement dans la constellation de la Lyre, quand on a été créé sur la Lyre, puis sur Gaïa, aux dimensions 7, 8 et 9, afin de neutraliser les dégâts apportés par les guerres intergalactiques entre Elohim et Séraphins déchus. Ça non plus ne rentrait pas dans le projet originel, d'accord, du divin. Du fait du piratage, entre guillemets, du projet original et du fait des hybridations consécutives avec les races involutives dont le modèle ADN originel avait perdu toute connexion avec la source, la chute de l'humain angélique d'une dimension à l'autre jusqu'à la planète Terre a été inévitable. L'oubli de nos origines, du pourquoi on est ici, a sombré l'humanité dans un sommeil de la conscience que la source n'avait pas prévu, mais dont l'expérimentation a été accordée. On n'est pas victime de quelque chose. C'était l'accord de la source et des fondateurs qu'on en arrive là, hein, malgré les risques que cela aurait pu engendrer. Avec une humanité piégée dans des cycles sans fin d'incarnation au sein d'une matrice gouvernée par l'involution et la peur, l'équilibre des polarités était perdu. Et proche de la fin certaine de l'expérience humaine, les fondateurs ont décidé d'envoyer des émissaires pour équilibrer les opposés et rediriger l'humanité sur les pas du projet originel, redevenir des dieux créateurs en harmonie avec les lois universelles selon le projet dont nous avons fait partie, le projet à l'origine de l'être humain. D'accord? Or, les indigos, comme déjà anticipé, sont en vérité des représentants d'une race très ancienne de conscience, autrefois répandue sur Terre, et dans leur réémergence aujourd'hui, ils servent de précurseurs de l'évolution de notre race, à mesure que l'évolution de notre race se rapproche de sa destination prévue, là où tout le monde sera des indigos. En fait, le but, c'est d'envahir le monde d'indigos, hein. Par hybridation, par réunion des opposés, ils sont venus pour guérir et pour se répandre. L'humanité sera indigo, l'humanité de l'âge d'or, ok? De plus, les indigos sont ici par conception et intention. Leur venue n'est pas le résultat d'un accident aléatoire, d'une évolution non dirigée. Ils sont ici parce qu'on leur a demandé de venir et ils sont venus remplir leur part d'une mission évolutive bien plus vaste. Plusieurs travaux supplémentaires sur l'identification des indigos ont été compilés ces dernières années, comme celui exploré dans le livre Les enfants indigos de Lee Carroll et Ian Tauber, dont il y a l'image ici, et traduit en français, heureusement. Dans ce livre sont mises en lumière les qualités les moins attrayantes démontrées par les indigos, mais ainsi que leurs avancées. Bien que les indigos détiennent un grand potentiel dans la modélisation du progrès évolutif, il y a aussi un côté obscur, comme dans toute chose dans l'histoire d'Indigo, dans le sens où ils affichent fréquemment des comportements psychologiques associés aux troubles du déficit de l'attention, par exemple, ou aux troubles hyperactifs du déficit de l'attention aussi. Et comme certains le pensent,
avec une violence comme celle démontrée souvent dans la vague contemporaine, plutôt passée, mais il y en a eu aussi, plus récemment, des meurtres dans les cours d'école. Hein. Dans les paradigmes psychologiques, les indigos sont les plus souvent traités avec une thérapie médicamenteuse de suppression des symptômes, dans laquelle des produits pharmaceutiques sont utilisés pour contrôler leur comportement perturbateur, hélas. En tout cas, j'ai trouvé le livre de Carole et Taubert particulièrement utile en ce qui concerne l'identification pratique des caractéristiques indigo les plus apparentes et offrant une variété de perspectives d'adaptation utiles aux parents et aux enseignants de l'enfant indigo. Encore une fois, je recommande d'explorer les travaux d'autres personnes qui recherchent activement ce phénomène. On se souvient aussi que les ondes scalaires d'expression de la conscience contenues dans l'empreinte ADN et qui créent une diversité de formes sont appelées les lettres de feu. Le modèle ADN est composé d'arrangements spécifiques de lettres de feu ou programmes scalaires qui régissent la manifestation de la matière dimensionnelle, de la biologie et de la conscience. La biologie, c'est-à-dire la matière, et la conscience, à savoir l'esprit, sont intimement liées et sont composées de la même substance, la conscience, sous la forme de fréquences scalaires. La solidité matérielle du corps et de la réalité externe est perçue en raison des interrelations géométriques multidimensionnelles entre les programmes des lettres de feu dans les niveaux de conscience dimensionnels aussi. La croissance et l'évolution du corps génétique et de la conscience esprit se produisent simultanément. La croissance se produit par l'accumulation de fréquences à mesure que la fréquence des champs dimensionnels unifiés est attirée dans le champ morphogénétique personnel à travers l'empreinte d'ADN, élargissant progressivement le modèle scalaire et les formes de matière et de conscience construites sur lui. Et cela se passe à travers, j'ajoute, le système nerveux central, d'accord? Qui est un système de pulsation électrique qui permettent l'accès de la conscience. Donc, un système nerveux émotionnel et mental équilibré permet évidemment cette évolution. Donc, le plus on s'attelle à libérer mémoire, obstacles, paradigmes, programmes qui empêchent le système nerveux de fonctionner correctement, et ben là, on a accès à l'ouverture de conscience et de nouvelles perspectives concernant nos origines. Or, l'empreinte ADN détermine la quantité de conscience énergie qu'une forme biologique peut contenir. L'ADN humain original a été conçu pour contenir 12 dimensions de conscience et a permis l'évolution de la biologie à travers les 4 harmoniques de densité de la matière qu'on a déjà vu dans d'autres capsules. Le modèle d'ADN à 12 brins est la matrice de silicate car il permet la transmutation de la biologie de la matière brute à base de carbone vers la biologie de la lumière liquide éthérique et prématière à base de silice. Il s'agit de la matrice d'ADN appelée soleil diamant qu'on voit ici, la représentation selon les fondateurs de la matrice ADN à 12 brins. Donc tous les brins d'ADN actuellement, sauf 3, voire 4, quelqu'un ouvre le cinquième, sont dormants. Chaque brin d'ADN représente une dimension et une séquence de programmes de lettres de feu, ondes scalaires, correspondant à une bande de fréquence dimensionnelle de conscience, énergie. Donc ça, c'est le schéma, l'image donc de l'empreinte de l'humain terrien, originel, angélique, avec un ADN appelé le soleil diamant. D'accord? Selon le dessin, le projet de Tara, les Touranésiens, hein, ceux dont on a dérivé les 12 tribus d'ensemencement humain. Donc le soleil diamant contient 12 brins Eloé, 12, 12 brins Eloé, 12 brins des Lyriens Anuhasi, des Syriens Azurites, des Oraphins, des Touranésiens et de l'Adami Kudmon qu'on a vu dans le modèle précédent.
Pour comprendre notre identité et l'identité des indigos, nous devons comprendre notre propre héritage interdimensionnel et interstellaire. Nous découvrirons que l'humanité elle-même a émergé de systèmes d'un autre monde, dans des harmoniques de matière de dimension supérieure. Enfin, nous l'avons découvert pour ceux qui ont déjà un peu compris comment ça fonctionne. Mais la plupart de l'humanité le découvrira, j'espère, très bientôt. Et Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? L'histoire farfelue d'Adam et Ève, propagée par la religion, enfin par toutes les religions d'une manière ou d'une autre, avec modification à gogo, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Vous vous êtes peut-être bien aperçu de cela. Adam était le fruit d'une expérimentation génétique au sein d'une des premières colonies laboratoires aliens terrestres où Enki et Enlil jouaient au Dieu créateur. Enki et Enlil, vous vous souvenez, sont les enfants de Anu, le dieu Anunnaki, hein, qui s'est porté comme dieu de la création sur Nibiru. Et des luttes entre les deux frères se sont poursuivies pendant des milliers d'années, notamment sur Atlantide. Je ne reviens pas sur l'histoire, vous allez regarder les autres chapitres, les autres capsules proposées sur la chaîne YouTube. Donc Adam, il était le résultat d'hybridation en vitro de génomes de diverses origines terrestres et stellaires, en particulier ceux dérivant de la branche d'Enlil, plus élevée en conscience, il y a environ 368 000 années. Il était androgyne et semblerait que son incarnation fut nécessaire pour permettre la manifestation du divin en forme humaine. L'expansion de son ADN vers d'autres individus incarnés prépara le terrain pour d'autres corps physiques afin qu'ils puissent incorporer d'autres âmes aliens stellaires plus évoluées. De cette façon et grâce à l'ingénierie génétique, d'autres possibilités de développement embryonnaire furent explorées. Ces gènes furent distribués vers des êtres féminins de la souche d'Enlil, ayant l'habilité d'être incorporés par les âmes d'êtres extraterrestres plus évolués. Au départ, Adam ne pouvait pas procréer, et les êtres dérivés de ces gènes non plus. Avec le temps, la différenciation sexuelle fut accomplie à travers l'extension des codes ADN d'Adam. Ève, bien évidemment, n'a pas été extraite de ses côtes, mais engendrée plus tard avec le même procédé d'hybridation génétique en laboratoire. Donc, toute cette narrative concernant Adam vient d'une manière prédominante de ce texte excellent qui s'appelle Forgotten Genesis de Radu Sinamar. Malheureusement, c'est un des seuls qui n'est pas traduit en français. Radu Sinamar a écrit énormément de livres que je vous conseille d'aller regarder, notamment le livre sur la grotte de Bouségie en Bulgarie et sur les connexions intraterres de toutes les autres ports stellaires entre l'Himalaya, direction les pyramides d'Égypte. Enfin, c'est une longue histoire. C'est fascinant et ce dernier est très intéressant. J'espère qu'il va être traduit en français. Je ne pourrai pas vous le traduire en entier, mais à vous de relever le challenge. Un autre ensemble des textes narrant cette histoire d'une manière un peu différente, avec d'autres détails, ce sont bien sûr les textes de Anton Parks et notamment les chroniques de Girku. C'est une trilogie, il en a écrit plein après, vous le connaissez sûrement. Allez chercher par là aussi, ils sont tous en français. Et c'est probablement grâce au prototype adamique que les ensemencements successifs des fondateurs ont pu être accomplis. Car nous avons été ensemencés sur Terre 3 fois par notre race aînée, et notre plan d'évolution était celui de la matrice ADN, donc Soleil diamant à 12 brins qu'on a vu tout à l'heure, et notre objectif évolutif à long terme sur Terre était d'assembler et d'activer la matrice du Soleil diamant pour une ascension et une transmutation progressive au sein d'un corps éternel. Nous avons été créés à l'origine éternel, et dans l'information génétique de l'ADN à 12 brins, existe l'information vibratoire de l'éternité dans le corps. On n'a pas besoin de technologie ni d'intelligence artificielle pour y arriver. Or, les enfants indigos contemporains sont des hybrides de la race aînée, donc des fondateurs, plus la septième race racine, Melchizedek, et du cloître Yunazeti, et de l'homme moderne. Les indigos font partie d'une expérience d'hybridation moderne visant à inverser donc la mutation
du code génétique humain et à restaurer le potentiel de la matrice ADN du Soleil diamant au sein de la lignée humaine terrestre. Ce plan est activement orchestré donc par les membres des races racines de l'évolution supérieure qui résident toujours dans les harmoniques supérieures de la matière. Les indigos sont des hybrides de races futures extraterrestres, mais plus pleinement humains que nous. La vie des hominidés, des humains, dans notre matrice temporelle, a commencé dans les systèmes prématières du système stellaire dans l'univers harmonique 4, dans le berceau de la lyre. Le drame interstellaire interdimensionnel d'Avatar des Elohei et Séraphei, Melchizedek, dans l'univers harmonique. Numéro 4 a fait que de nombreuses races des deux familles ont subi une digression génétique de l'être de feu. Une partie de la famille ultraterrestre Elohei a été chargée de maintenir en vie les séquences d'ascension ou l'être de feu génétique approprié pour toutes les races de la matrice temporelle. L'ordre d'émeraude du Conseil azurite dans les systèmes de Sirius dans l'univers harmonique numéro 2. Et ici, nous avons la comparaison entre l'ADN de l'humain contemporain et l'ADN des enfants indigos. Donc, l'humain contemporain contient, comme on a vu, le soleil diamant à 12 brins, dont les brins actifs sont les trois à la base, le quatrième qui s'active pour beaucoup et pour une partie de l'humanité, une partie qui augmente chaque jour. Hein. Ça, c'est un vieux dessin, donc ça date d'il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, on peut dire que le quatrième est pratiquement activé pour une bonne partie de l'humanité et le cinquième commence à peine. L'ADN des enfants indigos, c'est un ADN qu'on appelle, on verra aussi tout à l'heure, le soleil à double diamant, la matrice du soleil à double diamant, provenant du potentiel à 48 brins du soleil de l'ordre d'émeraude des Oraphins. Et ils contiennent avec l'impression dormante lyrienne et syrienne de la race ancienne Oraphin, contenant de 24, un minimum de 24 jusqu'à 48 brins d'ADN. Et durant l'intégration fœtale, l'esprit Oraphin commence à activer le cinquième et le sixième brin afin de retenir la connexion ouverte entre la conscience incorporée, incarnée, et la matrice de l'âme dans la dimension de la 4 à la sixième, de la quatrième à la sixième. Ça, c'est l'impression, c'est le modèle du soleil double diamant, la matrice à 24 brins. En s'aimant les touranésiens sur Tara, plusieurs éons plus tard, l'empreinte génétique de l'ordre d'émeraude de Lyre et Syrien, Anuraz et Azurite a été utilisée comme graine pour la nouvelle race, créant une forme humaine avec 48 brins d'ADN, séquence lettres de feu. La matrice ADN du soleil d'émeraude de l'ordre d'émeraude Oraphin. De ceci est issue donc la version plus petite portant 24 brins d'ADN, les fameux Oraphins, l'ADN à double diamant. Les enfants indigos sont des membres incarnés de la race des anciens Oraphins sous forme hybride extraterrestre de la race fondatrice de l'humanité. Donc le soleil double diamant contient deux soleils diamants, donc un petit rond blanc concernant un soleil diamant en son centre, portant donc les brins des Elohei, les Anoasi-Lyriens, les Syriens Azuris, les Oraphines et les Adami Kadmon. Et ici, nous avons une configuration, donc on ne voit peut-être pas l'entièreté, qui définit selon les différents univers harmoniques qu'on a vu aussi ça c'est un schéma qu'on a vu dans le précédent capsule, hein, les différents univers harmoniques qui se contiennent, donc les différentes dimensions. L'univers harmonique numéro un contenant les dimensions 1, 2 et 3, l'harmonique numéro 2 contenant les dimensions 4, 5, 6, celui vers on se dirige.
L'harmonique numéro 3 contenant les dimensions 7, 8, 9. L'harmonique numéro 4 contenant les dimensions 10, 11 et 12. Et l'univers harmonique numéro 5, les dimensions 13, 14 et 15. Au-delà de cette harmonique, nous avons les trois niveaux des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire le niveau triadique, polarique et hécatique, qui est le siège des rishis solaires. L'expression de l'ADN à 48 brins, c'est l'expression de l'ADN des maîtres ascensionnés. L'expression de l'ADN double diamant provient de l'univers numéro 5 des dimensions 13, 14 et 15. L'expression morphogénétique du soleil diamant provient de la dimension de l'univers harmonique numéro 4, 10, 11 et 12, d'où nous sommes descendus. Et ça, c'est un schéma, là aussi on ne le voit pas tout entier malheureusement, qui représente les races interstellaires, les anciennes races interstellaires qui ont participé à la création de l'humanité. Donc, ce sont les lignes des familles Melchizedek ultra-terrestres. D'un côté, nous avons la lignée des Elohei et de l'autre côté, la lignée des Séraphei. Dans les deux côtés, nous avons les Elohei qui sont restés selon la loi de l'un et dans la deuxième colonne, les Elohei qui se sont séparés du divin, les fameux anges déchus Elohei, et idem pour les Séraphei. Donc, peut-être que je vais pas vous lire tout ça parce que ça prend du temps. C'est en anglais, mais c'est compréhensible. Si vous mettez une pause sur votre écran, vous allez pouvoir définir toutes les descendances de toutes les lignées qui mènent à la famille humaine. D'accord? Et là, je vais suivre quelques schémas, des matrices inversées, donc c'est vrai de la source, ADN, des Elohei et des Elohim. Ça, c'est un exemple des matrices ADN des Elohei régressives, c'est-à-dire le soleil Bélil ou Bélial, contenant uniquement 10 brins d'ADN, de la matrice ADN inversée, c'est-à-dire à l'origine, manipulation donc de la matrice à 48 brins, réduite à 12 brins, donc le soleil diamant réduit, dormant, contenant l'inversion des codes par les informations du soleil noir, c'est-à-dire mélangées au modèle à 10 brins des séraphins, des dracons d'Orion, des Anunnaki, des Zeta Reticuli, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais en tout cas, ça, c'est le schéma, un des schémas des matrices ADN Eloy, donc, qui permettent une incarnation des dimensions 3 à 6, un accès à la 10e dimension de conscience, mais qui ne permet pas l'ascension totale, à moins de revenir dans la loi de l'un, à moins d'accepter de se rendre à l'ordre d'émeraude. Parce que tout est récupérable, il faut du travail, c'est beaucoup plus difficile, mais tout est récupérable. Et ici, on a encore un autre modèle des Eloy régressives, un modèle à 11 brins d'ADN, c'est-à-dire les hybrides Anunnaki inversés. Alors pareil, avec une concentration de Néphilim dans l'univers harmonique numéro 1, de Nibiru, et de l'univers harmonique numéro 2 aussi, des extraterrestres régressives sur Alcyone dans les Pléiades. Il est appelé le soleil templaire à 11 brins, donc 11 dimensions de conscience sans transmutation cellulaire, donc tout comme le premier, pas de vie éternelle dans la forme, donc voué à mourir, à une vie mortelle, quoi. Donc des codes génétiques contenant des éléments du soleil noir, de l'ADN du soleil noir, ne sont pas capables de fondre les particules et les antiparticules pour la transmutation cellulaire à travers les différentes densités harmoniques de la matière.
Donc, ils ne peuvent pas accéder à l'ascension dimensionnelle et l'éternité biologique dans la forme. Et ici, un autre schéma qui parle, en fait, c'est un mélange d'ADN inversé, de matrice inversée, à 9 brins, le soleil Axios 666, contenant des codes génétiques nibiruènes, pléiadiens, régressifs, néphilim, draconiens, Anunnaki. Donc pareil, hein, permet l'incarnation de 3 dimensions de conscience, permet juste l'accès à 9 dimensions de conscience sans transmutation cellulaire. Donc contient des informations du soleil noir et du soleil rubis, avec juste 9 à 11 brins activables. Pas d'éternité non plus. Tout ça, c'est des modèles d'ADN de la matrice inversée, appelée matrice fantôme, ou on peut dire intelligence artificielle extraterrestre. Et la matrice des Séraphées régressive, appelée le soleil noir, avec 10 brins d'ADN inversés. Donc tout ça, c'est les infiltrations de tentatives d'inverser la matrice ADN pour la rendre régressive dans toute l'humanité et l'incorporer dans leur matrice fantôme afin de nourrir des énergies du soleil diamant à 12 brins, croyant pouvoir obtenir la vie éternelle. Impossible parce qu'ils ont bien bouffé tout ce qu'ils veulent, mais tôt ou tard, il n'y aura plus rien à manger, ce qui est le cas. Donc, c'est juste un prétexte pour prolonger une vie qui dure milliers d'années, bien sûr, mais qui n'est pas éternelle. Donc, un schéma de où on en est par rapport à l'humain contemporain, l'humain originel et les indigos. Donc, l'humain contemporain, donc avec une matrice ADN d'un soleil diamant à 12 brins qui a été manipulé, hein, qui a été muté aussi avec les interventions récentes, hein, avec les guerres biologiques et j'en passe, hein, les fameux virus, etc. Donc, dans l'humain contemporain, nous avions eu, bah là c'est en train de se libérer, on en avait déjà parlé, le quatrième brin bloqué à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire le quatrième brin, c'est ce qui nous lie à l'astral, c'est ce qui nous ouvre les portes au cinquième. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y retourner là-dessus. Et dans cet état-là, l'humain n'a pas pu intégrer sa surâme ni l'information de transmutation d'avatar et de l'ascension et qui prévoit donc la mort de l'être humain. L'humain originel, donc l'humain originel, descendant des Touranésiens, descendant des 12 races qui ont peuplé la Terre directement de Tara, contient le soleil diamant à 12 brins. Il pouvait accéder l'intégration de ce NAM entre l'âge de 12 et 22 ans, avec une activation du quatrième et sixième brin à cet âge-là, avec une intégration de la surâme à l'âge entre 22 et 33 ans, c'est-à-dire les brins d'ADN, activation des brins du 7e au 9e, et une intégration de son avatar, l'ascension, l'avatar d'ascension, entre l'âge de 33 à 44 ans. Donc, l'activation des brins de 10 au 12e qui active l'éternité du corps, hein, la sortie définitive de la mort et qui peut leur permettre du coup de vivre éternellement, de changer de dimension, d'univers harmonique, de se transformer dans n'importe quelle forme et voilà, de devenir créateur avec le divin. La matrice donc humain de l'hybride humain, c'est la matrice double diamant et soleil d'émeraude, c'est-à-dire les deux matrices à 24 ou 48 brins, le soleil émeraude de ADN. L'intégration de l'âme pour un indigo est active à la naissance et effective à l'âge de 12 ans. L'intégration de la surâme pour un indigo est effective donc à l'âge de 12 à 22 ans. Un indigo qui n'a pas été bien évidemment intoxiqué par l'éducation, par les mémoires parentales, par les mémoires des lignées, etc., comme j'ai dit tout à l'heure.
Et l'indigo, donc en bonne santé, hein, sans interférence, intègre son avatar, la transmutation, la capacité d'ascension à l'âge, entre l'âge de 22 à 33 ans, dans la version originelle, hein, avant qu'ils aient été infiltrés. Nous sommes maintenant dans le cinquième cycle de notre race avec les niveaux d'activation de l'ADN du troisième au quatrième brin, et moi j'ai envie de dire du cinquième pour certains, comme orientation génétique dominante. La plupart des esprits qui s'incarnent à notre époque actuelle sont ceux concentrés dans le plan astral de la quatrième dimension, de personnes qui ont récemment quitté leur incarnation sur Terre et qui n'ont pas encore accumulé les aspects dimensionnels supérieurs de leur conscience dans leur champ morphogénétique. Les indigos s'incarnent à partir des dimensions supérieures et représentent des incarnations d'esprits qui qui habitaient autrefois les races aînées des temps anciens et ceux qui habitent habituellement les champs de réalité des dimensions supérieures qui représentent les temps futurs par rapport à notre vibration de cycle temporel. Il faut savoir que le temps est simultané, je l'ai déjà expliqué. Le temps réel représente des cycles de décélération, accélération vibratoire répétés, c'est-à-dire expansion, contraction de champs scalaires ou de conscience, afin d'expérimenter une progression continue linéaire. Pour s'incarner, les esprits eurafins localisent les parents qui possèdent des concentrations plus élevées de la matrice d'ADN Soleil-Diamant. Une fois les parents potentiels trouvés, des accords sont conclus avec les parties dimensionnelles supérieures de l'identité, donc des 10 parents, les accords, les fameux accords d'âme avant l'incarnation. Tous les esprits arrivent en incarnation à travers des tels accords d'âme préarrangés. Mais les contrats de naissance indigo sont orchestrés à partir des niveaux d'identité, des avatars et des rishis dans les univers harmoniques 4 et 5, plutôt qu'à partir du niveau d'âme habituel dans l'univers harmonique numéro 2. Ces accords spéciaux sont appelés contrats de naissance palédoriens. Dans les contrats palédoriens, les aspects dimensionnels supérieurs de l'identité du parent acceptent de permettre à leur code génétique incarné d'être accéléré et amélioré pour s'adapter à une naissance indigo. Les niveaux d'activation de l'ADN du parent doivent être améliorés pour créer un corps fœtal avec un contenu suffisamment élevé en lettres de feu ou code génétique pour héberger une conscience indigo de fréquence donc plus élevée. Une fois qu'un esprit aura faim à trouver le code génétique parental nécessaire et que la conception a lieu, l'esprit commence à abaisser les fréquences de sa conscience dans la gamme vibratoire du modèle fœtal. Lors de l'intégration fœtale, l'esprit aura faim active les cinquième et sixième brins d'ADN. Si tout va bien pour la maman, si la maman a une grossesse harmonieuse, équilibrée et en joie, bien sûr. Donc, ces brins sont un attribut génétique de la future race Melchizedek et Yunazeti. Contrairement à la plupart des humains contemporains, les indigos naissent avec l'activation du cinquième et sixième brin, ce qui leur permet de conserver une connexion plus ouverte entre leur identité terrestre et leur matrice d'âme d'Orafin. Lorsque le code de l'ADN humain 12 brins du soleil diamant fonctionnait correctement, il y avait des âges spécifiques, donc comme on a vu tout à l'heure, pour le processus d'activation accélérée des codes d'ascension. Donc, à l'époque, à l'âge de 44 ans, l'humain, enfin, à l'époque, dans le projet originel, hein, possédait déjà l'activation du 12e brin. Il accédait l'éternité, était un avatar incarné et la capacité de transmuter la densité de la matière à volonté. Actuellement, des mutations de l'ADN humain, des distorsions dans les séquences de l'être de feu, donc apportées par les anges déchus qu'on a vu tout à l'heure, empêchent le brin 4 de terminer son activation, ce qui crée un déséquilibre biochimique involontaire et une restructuration de la fonction hormonale qui entraîne une diminution de la fréquence corporelle et une détérioration progressive du corps, conduisant à une diminution de la fréquence corporelle, à une détérioration donc du corps et à la mort. Le blocage du processus naturel d'intégration de l'âme entre 12 et 22 ans crée également des changements hormonaux irréguliers qui peuvent entraîner des bouleversements émotionnels au cours de l'adolescence. Et on en sait quelque chose. L'empreinte génétique au rafin indigo démarre le processus d'intégration de l'âme et l'activation du brin 4 de la naissance à l'âge de 12 ans.
plutôt que d'initier le processus à l'âge de 22 ans. Là, j'ai marqué une erreur. Dans le processus d'intégration fétale, un esprit entrant apporte la lettre de feu, onde scalaire, le modèle de sa propre conscience, qui contient déjà des parties du programme des deux parents. Mais comme l'humanité contemporaine porte de nombreuses mutations et distorsions dans son ADN, ces distorsions sont reproduites dans le champ morphogénétique et le code génétique du corps fœtal et l'esprit entrant héritent de ces distorsions, les distorsions des parents. Et cela provoque un déséquilibre chimique, souvent, et dysfonctionnement hormonal chez les humains contemporains au début de l'activation des brins 4 à la puberté, notamment chez les enfants indigos, créant une accumulation excessive de fréquences et du champ bioénergétique. Ces ondes disharmoniques excessives se traduisent par d'autres déséquilibres biochimiques hormonaux et par une amplification donc des distorsions originales. La thérapie de suppression des symptômes des enfants indigos amplifie la distorsion de ces lettres de feu, entraînant une détérioration accélérée du système corps-esprit. Pour atteindre leur véritable potentiel, les indigos, mais aussi nous, les humains, tout humain, nous avons besoin d'un travail sur le terrain biologique aussi pour corriger ces séquences de lettres de feu. Un suivi approprié pour la régénération du corps-esprit, une détoxification des mémoires familiales et incarnations précédentes ou parallèles, un rééquilibrage du système nerveux, une alimentation saine et organique et un environnement naturel stimulant créativité et imagination sont les conditions essentielles pour un indigo d'évoluer et accomplir sa mission d'âme. Ça, c'est le PDF en anglais que vous pouvez trouver sur Internet, d'où j'ai synthétisé vraiment un maximum et traduit les informations, la plupart des informations véhiculées aujourd'hui. Pour ceux qui peuvent le lire, bonne lecture et bonne recherche.